on a tous, un jour ou l'autre, cette sensation un peu étrange. L'impression qu'une partie de nous-mêmes nous échappe complètement. Comme si un étranger vivait dans notre propre esprit. Eh bien, ce sentiment troublant, c'est justement le point de départ d'une des plus grandes révolutions de la pensée humaine, l'hypothèse de l'inconscient. Et c'est ce grand mystère qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Alors la question qui va nous guider, la voici. Sommes-nous vraiment maîtres dans notre propre maison? C'est une question choc, hein? Freud dira même que c'est la troisième grande blessure narcissique de l'humanité. Autrement dit, notre conscience, qu'on aime voir comme le grand capitaine de notre navire, est-elle vraiment aux commandes? Ou bien, est-ce qu'elle est influencée, voire carrément gouvernée, par des forces cachées? Avant même de se lancer dans les grandes théories, il suffit d'observer notre quotidien. Pensez-y, un mot qui nous échappe et qui, hop, trahit une pensée qu'on voulait garder pour soi. Un oubli bizarre, un rêve complètement absurde mais qui nous reste en tête toute la journée. Tous ces petits actes manqués, comme on les appelle, qui semblent n'avoir aucun sens, sont peut-être justement des indices. Des indices que notre conscience à elle seule ne peut pas tout expliquer. Allez, on va faire un petit saut dans l'histoire des idées. Parce que cette intuition, l'idée qu'une pensée puisse exister en nous sans notre permission, eh bien, elle n'est pas née avec la psychanalyse. Loin de là, bien avant Freud, des philosophes avaient déjà de sérieux soupçons. Dès le XVIIe siècle, on a Leibniz qui commence déjà à douter que la conscience soit toute puissante. Il va faire une distinction conceptuelle qui est fondamentale. D'un côté, il y a la perception, un simple changement dans notre esprit, et de l'autre, la perception, qui est le moment où on prend conscience de ce changement. Et pour lui, c'est clair, il y a une infinité de petites perceptions qui se produisent en nous à chaque instant, sans jamais atteindre ce fameux seuil de la conscience. Et son argument, il est superbement illustré par cette image. Leibniz nous dit « Imaginez, vous êtes au bord de la mer. Ce bruit énorme, assourdissant, des vagues. De quoi est-il fait ? D'une multitude de tout petits bruits. Le bruit de chaque vaguelette, de chaque goutte d'eau. On n'a pas conscience de chaque goutte, évidemment. Et pourtant, sans elle, il n'y aurait pas le bruit de la mer. Eh bien, pour notre esprit, c'est pareil. Notre conscience claire serait le résultat de la somme de toutes ces petites perceptions qui, elles, restent totalement inconscientes. Et puis, 2 siècles plus tard, au XIXe, Nietzsche va encore plus loin. Pour lui, il ne s'agit plus seulement de perception inconsciente. Non, c'est la pensée elle-même qui n'est pas une action qu'on commande. Le fameux « je pense » de Descartes, une illusion, nous dit-il. La pensée, elle vient quand elle veut, pas quand je le décide. Il y a une force anonyme, quelque chose qui pense à travers nous. C'est une idée vertigineuse, vous ne trouvez pas ? Et on en arrive maintenant à celui qui va prendre toutes ces intuitions philosophiques et en faire une véritable théorie de notre esprit. Je parle bien sûr de Sigmund Freud. Lui, il ne va pas se contenter de soupçonner l'existence d'un monde caché, il va essayer de dessiner sa carte. Et voilà le point absolument crucial qui distingue Freud de tous ses prédécesseurs. Pour lui, l'inconscient, ce n'est pas juste un oubli, ce n'est pas une sorte de grenier passif où on stocke de vieux souvenirs. Non, c'est une force active, dynamique, une partie vivante de notre psychisme. Et ce qui peuple cet inconscient, ce sont des pulsions et des souvenirs que notre conscience a jugés inacceptables et qu'elle a activement refoulés. D'accord, mais alors, comment on fait pour accéder à ce territoire secret? Pour Freud, la meilleure porte d'entrée, la preuve la plus éclatante de l'existence de l'inconscient, c'est le rêve. Loin d'être un simple bazar d'images sans queue ni tête, le rêve est pour lui l'expression la plus pure de nos désirs inconscients. Et le mécanisme qu'il décrit est fascinant. Ça se passe un peu comme ça. Un désir, souvent lié à l'enfance, est jugé inacceptable et donc refoulé. Mais il ne disparaît pas pour autant. Pendant le sommeil, la surveillance de la conscience se relâche un peu. Le désir tente alors de remonter à la surface. Sauf qu'une sorte de censure est là pour le déguiser, le transformer en symbole pour qu'il passe incognito. Ce qu'on se raconte au réveil, ce qu'il appelle le contenu manifeste, n'est donc qu'une façade, un scénario un peu absurde qui cache le vrai sens du rêve, son contenu latent. Cette idée d'une lutte intérieure, ça va amener Freud à développer encore sa théorie. Il va décrire notre psychisme non plus comme un simple iceberg avec une partie cachée, mais carrément comme une scène de théâtre, une scène de conflit permanent entre différentes instances. Cette citation, elle résume parfaitement la situation. Le moi, c'est-à-dire ce que nous considérons comme notre personnalité consciente, notre je, eh bien, il n'est pas du tout souverain. En fait, il est complètement pris en étau, tiraillé de tous les côtés par des ordres contradictoires. Alors, regardons de plus près qui sont ces 3 maîtres, ces 3 tyrans. D'un côté, il y a le ça. C'est le réservoir de nos pulsions les plus primaires, de nos désirs bruts. Lui, il ne connaît qu'une seule règle, le plaisir, tout de suite. Face à lui, on a le surmoi. C'est notre juge intérieur, l'héritier de tous les interdits des parents, de la société. Lui, il nous crie « Tu ne dois pas, c'est mal !» Et comme si ça ne suffisait pas, il y a un 3e maître, la réalité elle-même, avec ses règles, ses contraintes et ses impossibilités. Et le moi dans tout ça ? Eh bien, c'est le pauvre arbitre qui doit constamment essayer de négocier, de trouver des compromis entre ces 3 forces.
Et quand il n'y arrive pas, quand la pression devient trop forte, un signal d'alarme retentit. Et ce signal, c'est l'angoisse. Bon, cette construction théorique est absolument passionnante, on est d'accord. Mais est-ce qu'on peut la considérer comme une science? C'est la question qui va très vite se poser et la psychanalyse va devenir la cible de critiques très très virulentes. On est là au cœur d'un grand débat philosophique sur ce qu'est la science. Pour Freud, son hypothèse de l'inconscient est légitime parce qu'elle est nécessaire. C'est la seule qui permet de donner un sens à des phénomènes qui sinon resteraient inexplicables. Et puis, ça marche en thérapie. Mais pour le philosophe des sciences Karl Popper, le problème est ailleurs. Pour lui, une théorie n'est scientifique que si elle est falsifiable. C'est-à-dire si on peut imaginer une expérience qui pourrait prouver qu'elle est fausse. Or, le problème avec la psychanalyse, dit Popper, c'est qu'elle peut tout interpréter. Elle a toujours raison, en quelque sorte. Et c'est justement ça qui, paradoxalement, l'exclut du champ de la science. Alors, est-ce qu'il faut tout jeter? Le philosophe Paul Ricoeur propose une sortie par le haut. Et si la psychanalyse n'était tout simplement pas une science de la nature, comme la physique ou la biologie? Il propose de la voir plutôt comme une herméneutique, c'est-à-dire un art, une science de l'interprétation. Son but ne serait pas d'expliquer des phénomènes par des lois universelles, mais de comprendre le sens d'une histoire, d'un récit, celui que le patient construit sur lui-même. Quoi qu'on pense de son statut scientifique, une chose est absolument certaine, l'hypothèse de l'inconscient a radicalement et durablement changé notre façon de nous voir nous-mêmes et de comprendre notre culture. Son influence est partout. Dans l'analyse des contes de fées, par exemple, où le grand méchant loup peut être vu comme une symbole des pulsions du ça, et les trois petits cochons comme le moi qui apprend peu à peu à maîtriser ses pulsions. Ou encore au cinéma, qui adore explorer les mécanismes de défense du moi face à un réel insupportable. Pensez à Shutter Island, où le héros se construit toute une fiction pour ne pas affronter une vérité traumatisante. Et nous voilà revenus à notre question du début, mais avec un regard nouveau. Si quelque chose pense en nous, si nos choix sont en partie déterminés par des conflits qui nous échappent, que reste-t-il de notre liberté, de notre responsabilité? Est-ce que prendre conscience de nos déterminismes inconscients, c'est la première étape pour s'en libérer? Ou est-ce que c'est la preuve ultime que nous ne serons finalement jamais vraiment maîtres dans notre propre maison? La question reste ouverte. Merci beaucoup d'avoir suivi cette exploration philosophique. Si elle vous a intéressé ou vous a aidé à y voir plus clair, n'hésitez pas à soutenir la chaîne et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines analyses.